Nous allons vous présenter notre PSE sur la formation de fissures hexagonales dans la fécule de maïs en surface et en profondeur. Nous sommes en mai, il fait beau, il fait chaud, et vous commencez sûrement à vous ennuyer ferme à Paris, alors vous commencez à réfléchir à votre prochaine destination de vacances. Nous, on a une destination de rêve pour vous, à la fois en tant que touriste et scientifique, la Chaussée des Géants en Irlande du Nord. On peut en effet y observer des roches basaltiques très étranges. Rapprochons-nous un petit peu. Les roches de la Chaussée des Géants sont intéressantes pour deux grandes raisons. La première, c'est leur forme en surface. Ce sont des polygones, dont environ 60% sont des hexagones aux contours définis et bien droits. On dirait presque des dalles faites de mains d'hommes. La deuxième chose qui rend ces roches particulières, c'est que ce ne sont pas de simples dalles géométriques, mais de grandes colonnes imbriquées les unes dans les autres. Intrigués par ce phénomène, nous avons décidé de nous pencher dessus en nous posant deux grandes questions. Comment comprendre ce phénomène et comment peut-on le reproduire en laboratoire? Dans un premier temps, nous nous sommes demandé comment nous pouvions reproduire ce phénomène naturel qui a lieu lors du refroidissement du basalte chauffé à plus de 1100 degrés Celsius et dont les colonnes font parfois plus de 10 mètres, et le faire à petite échelle et avec du matériel simple en laboratoire. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur des articles de bibliographie qui avaient reproduit les colonnes avec un mélange à moitié en masse de fécule de maïs et d'eau qu'on laisse sécher plusieurs jours à une température en dessous de 60 degrés Celsius pour éviter l'hydrolyse de l'amidon. À la fin du séchage, on observe des colonnes de petite taille et une surface fissurée de manière assez caractéristique. On pourrait même comparer cette surface à de la boue séchée. On laisse un échantillon de quelques millimètres dans une boîte de pétri reposer à température ambiante. Au bout de 4h50, on observe l'apparition des premières fissures. Au bout d'environ 22 heures, le système devint enfin stable. Mais revenons légèrement en arrière pour voir l'évolution plus en détail. Tout d'abord apparaissent des fissures épaisses formant des angles droits entre elles. Nous les appellerons les fissures de type T. Puis, dans un second temps, beaucoup plus tard, nous observons l'apparition de fissures beaucoup plus fines qui semblent former des angles tendant vers 120 degrés entre elles. Il pourrait bien s'agir du type de fissure qui nous intéresse. Nous les appellerons les fissures de type Y. Mais comment prouver qu'il s'agit bien des mêmes sortes de fissures que à la Chaussée des Géants? Nous avons alors mesuré les angles des fissures Y au sein de l'échantillon. Puis nous avons tracé leur distribution. Il s'avère que nous pouvons effectivement approximer cette distribution par une gaussienne centrée autour de 120 degrés. Ce résultat nous permet de confirmer que notre reconstitution se rapproche effectivement des formes observées à la Chaussée des Géants. Dans le but d'obtenir une distribution d'angles encore plus fine autour de 120 degrés et pour essayer d'éliminer au maximum les fissures de type T, nous avons pensé à faire des cycles de mouillage-séchage. Cependant, nous avons obtenu l'effet inverse, à savoir que les fissures en T s'accentuaient au fil des cycles, tandis que les fissures en Y s'atténuaient jusqu'à disparaître. Mais qu'en est-il des colonnes? Une colonne est une sous-texture du matériau, d'environ 1 mm de diamètre et qui se propage selon l'axe des profondeurs, à savoir l'axe Z. Nous avons préparé des échantillons de différentes épaisseurs et nous avons essayé de voir à partir de quelle hauteur on observait des colonnes. D'après nos observations, nous pouvions voir des colonnes même à des épaisseurs très fines, mais difficilement caractérisables, car la fissuration s'est faite sur une trop petite distance pour réellement parler de propagation. On ne peut pas établir d'épaisseur seuil à partir de laquelle on est sûr d'observer des colonnes. Pour des hauteurs un peu plus élevées, soit nous observons des colonnes très propres, soit l'expérience avait complètement raté et on n'observait pas du tout de colonnes. On remarque aussi, à vue de nez, que le diamètre des colonnes semble augmenter avec l'épaisseur de l'échantillon. Nous avons tenté de vérifier cette hypothèse en mesurant le diamètre des colonnes pour divers échantillons de diverses épaisseurs. Nous avons alors obtenu ce graphe et on peut y remarquer plusieurs choses. On constate une augmentation globale du diamètre moyen des colonnes lorsque l'épaisseur de l'échantillon augmente. On voit aussi qu'on a malheureusement assez peu de points et que les données recueillies ne permettent pas une caractérisation fine de l'évolution du diamètre en fonction de la hauteur des colonnes. Nous avons de grosses incertitudes au niveau statistique, au niveau de la mesure, sachant que la mesure du diamètre ne peut se faire en prenant une vue en coupe, car le solide est trop friable pour être coupé. Et de plus, à partir d'une certaine épaisseur, certaines colonnes de même base se divisent en deux dans la hauteur, et on ne sait pas si on doit les compter comme une ou deux colonnes. Autant d'incertitudes ne nous ont pas vraiment permis de conclure dans le temps imparti.
Mais nous avons pensé que par la suite, des mesures plus nombreuses permettraient de recueillir une bonne statistique de l'évolution du diamètre en fonction de la hauteur des colonnes. Par ailleurs, il semble intéressant de se pencher sur une grandeur adimensionnée, qui serait le rapport entre le diamètre et la hauteur des colonnes. En effet, ce ratio a l'avantage de regrouper les deux distances caractéristiques du problème, mais aussi d'être applicable à toutes les échelles, et donc à la véritable chaussée des géants. Nous avons réussi à reproduire ce phénomène avec de la fécule de maïs, mais qu'en est-il d'autres matériaux? Que se passe-t-il si on fait la même expérience avec de la farine ou qu'on laisse de la boue sécher? On se demande alors si les caractéristiques des colonnes sont-elles dues à la nature du matériau lui-même, et quelles sont les caractéristiques du matériau du mélange qui pourraient être à l'origine de la formation des colonnes. En conclusion, nous avons réussi à reproduire le phénomène de la chaussée des géants à petite échelle, en utilisant l'équivalence entre le refroidissement des coulées de lave et le séchage du mélange eau-maïzena. Nous avons pu, d'une part, caractériser les fissures en retrouvant une statistique angulaire similaire à la vraie chaussée des géants, et d'autre part, nous avons tenté de comprendre la propagation de ces fissures en profondeur, ainsi que l'influence de certains paramètres du problème, en particulier l'épaisseur de l'échantillon.